Les guerres d'influence, elles ne sont pas nouvelles, hein, elles existent depuis que les États existent, hein, en clair. Il s'agit en général, on va prendre l'exemple de la France, pour un État hostile à la France, de travailler à remodeler l'opinion publique française, à modeler tout simplement en fait l'opinion. Et sur plusieurs décennies, alors nous évidemment avec Jean-Marie Montali dans La pieuvre de Téhéran, on parle du cas iranien, il s'agit d'installer des agents d'influence, ils l'ont fait, hein, la République islamique d'Iran l'a fait dans les années 80, des agents d'influence qui vont intégrer le monde universitaire, des associations universitaires, parce que des étudiants des années 80 sont devenus parfois des grands chercheurs réputés, parfois des journalistes, parfois des diplomates, et donc de suivre ces gens-là en fait sur plusieurs années, en leur donnant pour mission, notamment, de faire passer des idées qui vont être favorables à l'État hostile à la France, donc en l'occurrence l'Iran dont nous parlons avec Jean-Marie, la République islamique d'Iran, pour, si vous voulez, qu'à un moment donné, cette opinion puisse faire pression sur des groupes politiques. Et donc on voit bien que de l'opinion publique, évidemment, on va influer, si vous voulez, sur un cap politique, sur un gouvernement. Et on se rend compte qu'à chaque fois que la République islamique d'Iran se retrouve dans une situation de crise, la plus dramatique qu'elle ait eu à gérer depuis la guerre Iran-Irak, c'est la guerre des 12 jours, hein, dont vous venez de parler, très justement, c'est à ce moment-là qu'elle réactive ses réseaux et qu'elle mobilise sa puissance à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'évidemment, mobiliser des réseaux d'influence, bien sûr, ça la sert sur le plan politique international. Ces réseaux, ils œuvrent aussi à l'Europe, ils œuvrent aussi aux Nations Unies. Mais ça coûte moins cher de mobiliser ces réseaux, évidemment, que de se lancer, comment dire, dans des opérations militaires dont elle n'a plus les moyens aujourd'hui. Je rappelle une chose. En Iran, vous avez à peine 10 heures d'électricité par jour aujourd'hui quand il n'y a pas des coupures totales dans certaines villes. Vous avez, on en avait parlé dans l'écran de veille, vous aviez 2/3 du territoire qui était en stress hydrique, qui avait plus d'eau potable. Aujourd'hui, c'est plus que de l'eau potable, c'est qu'il n'y a plus d'eau du tout dans certains endroits. Enfin, on est passé en quelques mois de 50% à peu près de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté, à près de 2/3 de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. D'un mot, vous comprenez bien que l'hiver arrive, hein, et l'hiver, vous connaissez le Moyen-Orient encore mieux que moi, je crois, les hivers sont redoutables dans toute une partie en fait, du pays. Quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de quoi se chauffer, pas d'eau, pas de quoi en fait s'hydrater. Comment une armée aujourd'hui peut-elle être opérationnelle face à la menace évidemment israélienne, face à la menace américaine, hein, parce qu'on peut imaginer qu'il y ait une deuxième session de bombardement, en tout cas c'est dans toutes les têtes aujourd'hui jusqu'à la Maison-Blanche. Et donc, évidemment, mobiliser ces moyens via le réseau des ambassades, il y a plus d'une centaine d'ambassades iraniennes à travers le monde, pour faire pression, c'est quand même plus facile que de mobiliser une armée, même si elle a encore des missiles, avec un manque d'électricité, d'eau, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui est nécessaire au fonctionnement en fait, d'une armée. Donc aujourd'hui, l'Iran est en crise depuis la guerre des 12 jours, ça c'est très clair, nous le savons tous, et donc elle mobilise comme elle n'a jamais mobilisé depuis 2014-2015, c'est-à-dire le moment des accords sur le nucléaire, elle mobilise comme jamais ses agents d'influence, ses relais d'influence, mais aussi ses espions, parce que les deux vont ensemble, et qu'il est important d'avoir de l'information et de trouver aussi, on le raconte avec Jean-Marie, les castings, de trouver les bonnes personnes qui pourraient devenir les relais de la République islamique d'Iran. Pour ça, il faut des espions, il faut des agents qui ont les oreilles, je dirais, qui sont à l'affût du géopolitologue, de l'universitaire, du chercheur, du journaliste, de l'ancien diplomate, qu'ils vont pouvoir utiliser. Nous, ce qu'on a pu constater avec Jean-Marie Montali, mon co-auteur, c'est que le travail des services du contre-espionnage français est excellent. En clair, notre livre, si vous voulez, on dévoile des choses que le grand public ne sait pas, mais en soi, c'est su, c'est connu depuis très longtemps par nos services de renseignement qui, de façon très claire, connaissent enfin, en tout cas, tous les agents d'influence sur lesquels on a travaillé, on s'est rendu compte que de toute façon, ils étaient surveillés par les services du contre-espionnage français. Ce qui veut dire que clairement, le job est fait et bien fait. En revanche, sur le plan politique, vous avez aujourd'hui des députés, des sénateurs, hein, vous le rappeliez, mais qui sont des gens qui ont une haute conscience de la menace en termes d'influence contre la France. Ils sont quelques-uns. Mais globalement, si on remonte, si vous voulez, à l'échelle des gouvernements qui se sont succédés, il y a quand même un petit décrochage. Sans doute que ça s'explique parce qu'on n'a pas eu de conflit majeur en France depuis des décennies et qu'on a du mal à se sentir menacé.
y compris par des États dont on sait qu'ils nous sont hostiles. Il y a une forme de relativisme aussi qui a été portée par les agents d'influence et par les éléments de langage dont on parlait, qui finissent par imprégner en fait la psyché de certains de nos représentants au gouvernement. Écoutez, je vais vous donner un exemple. Lorsque vous avez un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères français qui va rencontrer, et c'est normal, son homologue iranien, on a des otages français en Iran, évidemment, il faut que ça passe aussi par la diplomatie, mais il n'est pas obligé de lui rendre les honneurs, il n'est pas obligé de lui taper sur l'épaule, de le prendre dans ses bras comme l'a fait le président Emmanuel Macron avec son homologue Massoud Pezeshkian, son homologue iranien. Ça fait passer le message, si vous voulez, que c'est un État comme les autres. Alors je comprends que quand on va voir, le président d'une démocratie, on fasse ça. Je rappelle que l'Iran, c'est des centaines de milliers de gens exécutés, torturés, disparus, et j'en passe et des meilleurs. C'est un État terroriste qui a tué des gens, qui menace encore la France d'ailleurs, qui a tué des gens en France, mais qui la menace encore. C'est pas un État comme les autres, d'accord? Et donc ça en dit long sur le décrochage, pour moi quand même, qu'il y a au niveau politique, malgré le travail qui est fait.